Bon, bonsoir à tous. Donc, merci à l'association médicale de m'avoir invité pour parler de ce sujet brûlant qui est l'obésité et l'insuffisance rénale. Donc, actuellement, ces deux pathologies inquiètent et donnent beaucoup de réflexion à nos tutelles, puisqu'elles sont en augmentation très significative et pèsent d'un poids de plus en plus lourd sur les besoins du système de soins et les dépenses de santé. Donc on va parler un petit peu de différentes choses. On va aller assez vite. Alors ce diaporama, je l'avais fait pour la journée du Rhin, puisque pour la journée du Rhin, cette année, l'insuffisance rénale et l'obésité étaient le sujet. Et donc j'ai repris à peu près les mêmes diapositives et j'ai rajouté des choses qui peuvent intéresser certains praticiens de l'assistance. Donc on va voir l'obésité, les définitions, on va passer assez vite, l'insuffisance rénale, et ensuite je vous donnerai quelques chiffres sur les registres locaux et nationaux et mondiaux. Donc la journée du Rhin était l'occasion d'informer sur les maladies rénales, rappeler l'évolution silencieuse de la maladie. Donc c'est toujours quelque chose qu'il faut rappeler à tous les praticiens. Les maladies du Rhin sont silencieuses, il faut les rechercher et il faut les traiter le plus tôt possible pour éviter d'arriver à la transplantation, à la dialyse, qui sont des traitements efficaces mais très lourds pour les patients et la collectivité. Donc il y a un nombre croissant de patients traités et il y a une épidémie d'obésité dont tout le monde parle. Vous la retrouvez sur toutes les revues médicales ou non médicales. Donc on va essayer de parler un petit peu de l'obésité dans l'insuffisance rénale et prendre conscience des conséquences physiques, financières, d'une absence de correction de ce fléau. Alors bien entendu, on pourra parler aussi un peu de politique de santé. Donc je passe très rapidement là-dessus. Tout le monde connaît la définition de l'obésité et de l'IMC. L'insuffisance rénale, tout le monde connaît les fonctions rénales. Donc là aussi, on passe très vite. Les stades de l'insuffisance rénale chronique, on rappelle rapidement qu'il y a cette pyramide qui va des stades les moins importants jusqu'à la destruction totale de la fonction rénale. Alors ensuite, les chiffres en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est tiré du baromètre santé de 2015. Donc vous l'avez sur le net, en vous branchant sur le site de la DAS. L'obésité est aux alentours de 37,7%, donc un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré, ce qui est quand même un chiffre assez énorme. Et si on prend l'obésité plus le surpoids, on arrive à 2/3 de la population avec des masses graisseuses importantes. Alors ce qui est inquiétant, c'est surtout cette répartition. Et c'est surtout la première ligne, donc c'est toujours sur le même site, où on voit qu'on commence à avoir des enfants obèses. Et quant à la journée du Rhin, je présentais ce diaporama, il y avait des classes qui rentraient dans la salle de l'exposition. Et je voyais dans les rangs d'écoliers, effectivement, à peu près cette proportion d'obèses, ce qui est assez impressionnant. Parce que ces gens-là, ces enfants-là, on va les retrouver bien évidemment très rapidement dans nos cabinets de consultation avec des problèmes médicaux. Vous avez ces chiffres locaux donc, sont aussi le pendant des chiffres mondiaux qu'on retrouve dans le Lancet, par exemple, où vous voyez cette évolution depuis 1975 jusqu'à 2014 de l'IMC, enfin de l'obésité qui se répand sur toute la planète. On le voit, les zones les plus rouges, ce sont les IMC les plus importants. Et on voit qu'en l'espace de 35 ans, 40 ans, on se retrouve dans une position vraiment catastrophique. La Calédonie n'est pas toute seule dans ce problème. Le monde entier se pose la question de l'obésité. Juste pour vous montrer
une étude épidémiologique qui a été faite avec un collègue australien. C'était le Richard Taylor, pour ceux qui le connaissent, qui a travaillé à la CPS ici. Donc c'est pour vous montrer l'évolution des BMI. Là, Richard Taylor avait fait une étude à Wallis en 1980, qu'on a reproduit en 2009, et on peut voir l'évolution très significative des BMI moyens. Donc on voit, c'est très net. La souris, elle marche. Oh, oui, elle marche, la souris. Ah bon, on ne la voit pas. Ouais. Donc on voit l'évolution des BMI moyens qui sont très nettes, y compris dans les classes d'âge. Donc ce sont des études chez les adultes, hein, à partir de 25 ans, et on voit des chiffres très significatifs. La pathophysiologie de l'obésité, elle est complexe, elle comprend des facteurs génétiques et épigénétiques, puisqu'on s'est aperçu que finalement l'expression du gène avait au moins autant d'importance que le gène, contrairement à ce qu'on croyait au début des années 2000, et environnementaux associés au mode de vie. Et de nombreuses causes nouvelles ou hypothétiques expliquent l'épidémie de l'obésité actuellement. J'ai eu l'occasion de voir un Irlandais qui est très fameux de voir et d'entendre une lecture de Stephen O'Reilly, qui est un Irlandais qui est fameux pour l'utilisation de la leptine. Alors je vous parle de la leptine parce que ça permet déjà d'avoir une vision de l'obésité et du tissu adipeux un peu différente de celle qu'on a habituellement. Donc la leptine est l'hormone de satiété et elle explique 3% des obésités juvéniles sévères par un déficit. Elle est produite par le tissu adipeux et fournit des signaux critiques à l'organisme concernant l'état du stock énergétique. La découverte de cette hormone a permis de traiter des enfants obèses. Donc juste en injectant l'hormone, on a pu guérir ces patients et c'était quand même un événement assez exceptionnel. Donc il y a aussi la génétique et l'environnement politique qui ont un rôle dans cette obésité. Donc il n'y a pas que des hormones. Et la balance énergétique, le stockage, la sensibilité à l'insuline du foie et des muscles, la sécrétion d'insuline des cellules bêta, tout ça, c'est un réel organisme, une réelle fonction réalisée par le tissu adipeux et ses hormones. La taille du stockage aussi est important. La taille du stockage, c'est-à-dire le nombre de cellules adipeuses, la quantité de cellules adipeuses. Et on peut avoir des patients qui ont de l'insulinorésistance qui ne sont pas obèses, tout simplement parce qu'ils ont le désordre disons, hormonal, mais sans avoir une grande quantité de cellules graisseuses. Donc il y a une interaction entre tous ces effecteurs. Donc pour la leptine, donc là on voit très bien comment ça se passe. Les adipocytes sécrètent de la leptine qui vont avoir une action au niveau de l'hypothalamus et modifier l'appétence et la satiété, ainsi que les dépenses énergétiques. C'est quand même assez extraordinaire de penser qu'avec toutes les quantités variables d'énergie qu'on ingère tous les jours, notre organisme est capable de faire la part exacte de la quantité énergétique nécessaire pour garder un poids constant et une masse graisseuse constante. Et ce schéma montre bien aussi que les patients obèses on a souvent tendance à penser qu'ils sont un peu coupables de leur obésité. En fait, on voit bien qu'ils sont sous la dépendance d'effecteurs biologiques dont ils sont totalement indépendants. Et je trouve assez agressif de renvoyer continuellement aux obèses cette image de culpabilité vis-à-vis de leur comportement, alors qu'ils ne font que répondre à des impulsions qu'ils ressentent à l'intérieur de leur organisme. Alors juste un petit papier pour vous dire
qu'au niveau hormonal. Donc, parmi les hormones sécrétées par cet organe que représente le tissu adipeux, il y a la leptine, et la leptine a un rôle sur les maladies chroniques. Et dans cette étude, on voit que les patients qui ont des taux de leptine élevés sont plus fréquemment en insuffisance rénale. J'ai eu aussi l'occasion d'avoir une lecture avec un professeur du Texas américain sur justement l'obésité, parce que dans toutes les spécialités, de plus en plus, des spécialistes de l'obésité viennent transmettre la bonne parole, parce qu'il est évident que dans notre cursus médical, on n'a jamais traité la graisse comme un organe, et parmi tous les spécialistes, il n'y a aucun spécialiste qui est spécialiste du tissu adipeux, et pourtant la graisse est un organe à part entière, et on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une spécialité pour cet organe, surtout dans le cadre actuel où on a une quantité importante, une épidémie galopante qu'on n'arrive pas à gérer. Donc le tissu adipeux est un organe multicellulaire complexe qui influence profondément la fonction de presque tous les autres systèmes organiques à travers ses métabolites diversifiés et ses sécrétions d'adipokines. Les adipocytes sont le type cellulaire primaire du tissu adipeux et jouent un rôle clé dans le maintien de l'homéostasie énergétique. L'efficacité avec laquelle le tissu adipeux répond aux exigences énergétiques du corps entier reflète la capacité des adipocytes à s'adapter à un environnement nutritif, altéré et à des implications systémiques profondes. Le déchiffrement de la biologie des cellules adipocytaires est une composante importante de la compréhension de la façon dont la physiologie aberrante de l'expansion du tissu adipeux contribue à la dysrégulation métabolique. C'est juste les notes que j'avais prises pendant cette lecture que je voulais vous transmettre et qui donnent une vision vraiment différente du métabolisme de la graisse, qui est toujours avec cette consonance très négative. La graisse, ça n'intéresse personne. Le chirurgien la jette dans le baquet. Enfin, c'est un tissu qui n'est pas noble pour la plupart des médecins et chirurgiens. Alors, les liens entre l'adipocyte et le syndrome métabolique, alors plutôt que de lire tout ça, on va regarder le schéma suivant. Donc, c'est pour faire un peu de physiologie. Donc, l'obésité induit un recrutement et une activation des macrophages avec une inflammation. Et cette inflammation va entraîner une insulinorésistance qui va ensuite aboutir à la production de tout un ensemble de désordres. Donc il y aura une stéatose hépatique parce que les graisses vont s'accumuler dans le foie. Il y aura un hyperinsulinisme parce que les cellules bêta, du fait de l'insulinorésistance, vont vouloir réagir à ce déficit. Il y aura un problème au niveau des muscles qui auront de la difficulté à absorber le sucre. Et les cellules graisseuses vont sécréter des taux importants de leptine, d'interleukine et d'autres adipokines. Donc tout ça, ça va entraîner des désordres métaboliques chez le patient qui a une grosse masse graisseuse. Alors parmi les hormones sécrétées par les effecteurs sécrétés par les cellules graisseuses, il y a l'adiponectine. Donc juste, je vous ai cité l'adiponectine parce qu'il y a des papiers qui montrent qu'elle peut avoir un effet sur nos glomérules. Ici, dans ce papier, vous voyez, alors c'est de la physiologie animale, et on voit que quand le niveau d'adiponectine est bas, il y a des transformations au niveau du glomérule, avec un effacement des podocytes, des pieds des podocytes, et une protéinurie. Alors les adipocytes et la glycémie, alors bien entendu,
nos patients obèses sont souvent diabétiques. Pourquoi? Voilà une des raisons. Les sécrétions des adipocytes entraînent des dysrégulations au niveau du métabolisme de la glycémie avec des agents qui sont plutôt pro-hyperglycémiques et d'autres anti-hyperglycémiques. Alors, pour revenir un petit peu aux chiffres, puisqu'on parle d'épidémie, donc l'épidémie de l'obésité, vous avez bien vu tout à l'heure qu'elle est locale, régionale et mondiale, avec les quelques données que je vous ai proposées. Pour l'insuffisance rénale, vous avez ici, alors ça, ce sont des chiffres qui sont issus du registre Rhin. On tient un registre national avec nos collègues des autres DOM-TOM et de métropole, qui nous permet de faire du benchmarking entre les différentes populations. Et on voit que la Calédonie est en tête avec des taux de diabète de 65,6%. On a des taux comparables à ceux de la Réunion et on est nettement supérieur à ceux de la métropole. Ce sont des choses que vous savez. Ça, c'est chez nos patients dialysés. Hein. Tous ces chiffres, ce sont chez les patients dialysés. Ce n'est pas dans la population générale. Alors ici, vous avez les taux standardisés d'incidence. Donc standardisé, on tient compte de la structure de la population, de son âge, ce qui permet de comparer une population à une autre. Et on voit que là encore, le nombre de nouveaux patients qui arrivent chaque année est extrêmement élevé en Nouvelle-Calédonie. Heureusement qu'on a une petite population, ça fait moins de patients. Mais on a à peu près 4 fois plus que la métropole. Et on a des taux, il n'y a aucun autre pays qui a des taux, aucune autre région qui a des taux aussi élevés. Donc il va falloir dialyser, transplanter et j'espère avant agir pour qu'il y ait un peu moins de patients qui arrivent dans les années à venir. Donc ici, c'est les patients prévalents. Donc là aussi, on a des pourcentages qui sont très élevés, avec tous les patients prévalents à un taux de diabète à 57%. Donc on est toujours très supérieur à la métropole et on est souvent équivalent à la Réunion. Ici, c'est la prévalence des patients dialysés et on voit qu'on a 3 fois la prévalence nationale. On se rapproche de la Réunion toujours. Donc on est très loin des chiffres qu'on a en Australie. Hein. Ça, c'est... Pour ce qui est de l'IMC dans le registre Rhin, donc la prévalence de l'obésité est forte. Donc, dans les pays ultramarins français, donc on a du 22, 17, 33 en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Polynésie. Donc le double de la population française. Ça, c'est sur toute la population, hein, ce n'est pas uniquement les insuffisants rénaux. Et dans le registre Rhin, ils observent que globalement, les patients ultramarins, comparés à l'Hexagone, ne sont pas vraiment plus obèses. Mais je pense que c'est un petit travers, parce qu'en Calédonie, voilà ce qu'on a. J'ai pris les chiffres ce matin, donc sur le registre et sur les patients qui sont enregistrés à la date d'aujourd'hui, on a 41% de nos patients dialysés, donc sur 540 patients qui sont enregistrés sur le registre, c'est-à-dire pratiquement, c'est un enregistrement exhaustif, on a 41% de patients qui ont un BMI supérieur à 30. Un petit mot sur la manière dont fonctionne donc l'atteinte rénale dans l'obésité. Donc, ce sont des choses que vous savez qui sont très simples. Hein. C'est l'hypertension artérielle qui est augmentée dans l'obésité, l'athérosclérose, le diabète de type 2. Et ensuite, il y a une pathologie qu'on verra ensuite sur une diapo directement liée à un dysfonctionnement glomérulaire, qui est une augmentation de la taille du glomérule. Ensuite, il y a des facteurs de croissance, il y a des altérations des adipokines qui entraînent et des phénomènes inflammatoires
qui entraîne une modification et des lésions sur le rein. L'obésité également, c'est marqué dans la littérature, mais je ne l'ai pas vraiment vérifié, augmente les calculs rénaux et puis peut conduire effectivement à l'incontinence urinaire pour des simples raisons de mécanique. Donc dans l'obésité, on peut retrouver donc une maladie propre du glomérule qui est la glomérulomégalie. En fait, elle serait due à une perte de la capacité de contraction des cellules mésangiales. Les cellules mésangiales dans le glomérule sont des cellules qui ont des propriétés contractiles. Et cette perte de contraction entraîne une augmentation de la tension à l'intérieur du glomérule avec une protéinurie. D'autre part, l'insulinorésistance entraîne des modifications biologiques également au niveau de la biologie de la membrane basale et d'autres parties du glomérule. L'inflammation et l'angiogénèse sont également des facteurs qui agissent sur la glomérulopathie. Donc ça, c'est une diapositive un peu globale pour montrer les diverses relations entre l'obésité et l'insuffisance rénale chronique. Et on retrouve l'hypertension, l'athérosclérose, le diabète type 2, avec toutes les comorbidités associées. Et il y a quand même quelques bénéfices, c'est toujours intéressant de savoir. L'obésité on a des stocks d'énergie, donc ce qui permet, en cas de coup dur, de pouvoir passer des moments difficiles. Et l'obésité a permis probablement aux Polynésiens de traverser l'océan Pacifique et en modifiant leur capital génétique et permettre à leurs organismes de stocker plus d'énergie et leur permettre une survie dans des situations qui ne sont plus du tout les situations actuelles. Toujours dans le registre rein, le pourcentage de diabétiques chez les patients dialysés. Donc ça, ce sont des choses que je vous ai déjà montrées, mais qui sont présentées un peu différemment. Donc voilà, les facteurs de risque principaux de la maladie rénale chronique sont augmentés par l'obésité. Donc on retrouve, c'est un espèce de millefeuille, l'obésité se rajoute au diabète, aux maladies cardiovasculaires, à l'hypertension et éventuellement à toute autre pathologie qui va entraîner des lésions sur le rein. Donc c'est un facteur aggravant des maladies rénales, en plus qu'un facteur causal de lésions rénales. Alors après, ce sont des choses relativement simples. Que faire aujourd'hui? C'est un régime sain, de l'exercice physique, des apports hydriques équilibrés, un sommeil approprié, enfin ce qu'on connaît depuis des siècles, peut-être pas des siècles, mais au moins depuis un siècle. L'hygiène de vie permet de traiter cette obésité. Alors on a vu qu'il y avait des mécanismes, il y a des mécanismes qui sont de comportement qui sont induits par la physiologie du patient obèse. Et en fait, notre expérience clinique quotidienne nous montre qu'on se trouve souvent dans des impasses avec nos patients et qu'il y a un seul traitement qui marche, qui a bien sûr des contre-indications et des complications comme tout traitement chirurgical. Mais quand on est dans une impasse, la chirurgie bariatrique, c'est quand même une fenêtre ouverte vers un avenir pour ces patients, parce que dans l'état actuel des choses, on ne sait absolument pas manipuler la physiologie du tissu adipeux. Et il n'y a aucun médicament ne peut modifier la leptine, l'adiponectine, etc. Et on se retrouve avec, actuellement, j'espère que ce ne sera pas le traitement d'avenir, mais actuellement, c'est le traitement qui nous permet de modifier la vie de nos patients obèses. Donc, je vous avais mis un petit mot sur l'antidiscrimination sociale. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que souvent, il y a un phénomène de culpabilisation de l'obèse, et je pense qu'il faut que tous, on fasse l'effort
de regarder les obèses avec un œil beaucoup plus indulgent. Les politiques de santé publique, donc on est tous des électeurs. Il faut à tout prix qu'on ait une action, qu'on sensibilise la population dans nos cabinets, dans nos discours quotidiens, qu'on sensibilise la population sur l'obésité comme facteur de risque et qu'on participe aux campagnes de prévention et de dépistage ou qu'on les soutienne. Et bien entendu, il faut inclure les maladies rénales dans toutes les stratégies de prévention. La prévention de l'obésité intéresse le cardiologue, intéresse le néphrologue, intéresse l'endocrinologue, enfin de pratiquement toutes les spécialités. Donc dans les politiques de santé du consommateur, bon, ce sont les messages transmis par l'ISN, donc vous ne découvrez rien de particulier pour nos collègues australiens. Donc permettre à tous les individus de disposer des choix sains et abordables pour prévenir l'obésité. Donc c'est vrai que c'est purement politique. Le diabète, les maladies cardiaques et les autres conditions de santé liées à l'insuffisance rénale. Donc ça, c'est des grandes lignes. Limiter la publicité pour les aliments et les boissons contribuant à un régime malsain, surtout pour les enfants. Interdire le marketing mensonger concernant la nourriture. Donc ce sont des banalités, mais je pense qu'il faut les répéter. Introduire des règlements de commercialisation plus stricts pour certains aliments et même pour les compléments pour la perte de poids, afin d'éviter de transmettre des informations mensongères aux consommateurs. Des politiques de transport, c'est vrai que Nouméa, c'est la ville de la voiture. C'est difficile de marcher, de faire du vélo. Soit il fait chaud, soit ça monte, soit on se ferait renverser. Enfin, mais il faudrait vraiment qu'on puisse se déplacer de manière plus physique et qu'on utilise moins les moteurs à explosion. Donc l'augmentation de la masse grasse non seulement favorise la maladie rénale, indirectement par l'hypertension, l'athérosclérose, le diabète type 2, mais aussi par des effets réels rénaux. Donc c'est ce qu'on a vu ensemble. Si les traitements classiques n'entraînent pas de perte de poids soutenue, la chirurgie bariatrique doit être envisagée. Donc il y a de nombreuses études qui montrent que la chirurgie bariatrique a un intérêt économique. Elle est économiquement intéressante pour la collectivité. L'augmentation épidémique de l'obésité nécessite une action de santé publique urgente. Apparemment, jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de signaux forts qui ont été émis dans ce sens. Et puis, il y a cette idée d'une approche multidisciplinaire et une évolution des politiques de santé. L'approche publicitaire est peut-être aussi une spécialité à créer dans ce domaine pour traiter spécifiquement ce problème pour lequel souvent dans nos cabinets on se trouve assez démunis. Voilà. Merci de me dire que c'est déjà affiché. Je vais vous parler de l'obésité et de l'accès à la greffe rénale. Donc Jean-Michel vous a bien présenté la situation épidémiologique. Donc cette population générale obèse, nous on la retrouve en insuffisance rénale, en dialyse, et donc l'objectif c'est de la traiter, de leur offrir le meilleur traitement qui soit en 2017. Donc j'ai repris juste quelques éléments pour que vous puissiez vous situer par rapport à la morbidité des patients en dialyse et en greffe, du point de vue général et pour les obèses en particulier. Quelles sont les problématiques du sujet obèse insuffisant rénal? Quelles stratégies on peut lui proposer? Et j'ai repris quelques cas cliniques de l'expérience locale. Donc, et à la fin des deux autres présentations, on discutera ensemble. Donc, d'abord l'épidémiologie et la surveillance dialyse. Donc, je vous ai repris l'exemple des USA, parce que les USA, vous savez que c'est a priori un des pays les plus concernés par l'obésité. Mais est-ce que vous savez quel est le pays là où il y a le plus de proportion d'obèses?
eh ben, et c'est dans le Pacifique. Comment? C'est Tonga, Samoa, ouais. Voilà. 80% d'obèses dans... 80%. Donc, on a le président qu'on mérite. C'est juste petit clin d'œil pour le Independence Day. On est le 4 juillet, il faut bien se rappeler qu'on a ouais, bon, voilà. Vous avez compris, c'est des vrais BMI, hein, ce n'est pas des faux BMI. Donc, M. Emmanuel Macron, il est à 23 kg par mètre carré, ce qui est dans la bonne catégorie. Et M. Donald Trump, il est à la... Ouais, voilà. OK. Donc, en Nouvelle-Calédonie, on est très concerné puisque on est au chiffre des USA, en fait. On dit les USA, mais la Calédonie, on a les mêmes chiffres. Hein. Je vous ai remplacé la case de droite. USA, on est à 68% de surpoids et 37% d'obésité. Et en Calédonie, c'est pareil, 60% et 37% pour une population de 270 000 habitants. Donc, quand on passe en dialyse et en greffe, on voit que... c'est déstabilisant, ça. Hein, bon. Donc, la population des dialysés en métropole, on est à peu près à 44 500 patients dialysés, ce qui fait une prévalence de 7 pour 10 000. En Nouvelle-Calédonie, on aura à la fin de l'année bientôt 600 dialysés, avec donc plus de 3 fois la prévalence. Et là, pour l'accès à la greffe, en fait, quand on regarde brut de découvrage le nombre de greffés rénaux, on en a 35 000 en métropole, ce qui fait 5 sur 10 000. Et finalement, pas tant que ça, pas beaucoup moins en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on en a 140 à peu près qui sont suivis. Donc ça fait 5 sur 10 000 aussi. Sauf que si vous regardez bien la prévalence de la dialyse, eh ben, on s'attendrait à avoir, compte tenu des taux en métropole, eh ben, non pas à 140, mais plus de 400 greffés, si on veut être au standard français, hein, puisqu'on est en France, si je m'abuse. Donc, il nous manque 330 greffés, hein, et donc nos amis australiens sont là pour nous aider à les trouver. Alors, obésité et dialyse, quand on regarde les chiffres qu'a repris Jean-Michel du réseau Rhin, qui est le registre français, sur 4 années, l'incident, la prévalence des patients qui commencent avec un BMI à plus de 30 kg par mètre carré en dialyse, il a augmenté sur les 4 dernières années, et on est à des taux de 25% sur l'ensemble de la France. Je vous ai mis en comparatif la Calédonie, et en particulier notre structure où j'ai les données plus facilement accessibles. Jean-Michel vous a repris l'ensemble. Moi, je me suis focalisé juste sur 4 centres de dialyse qu'on traite à l'unité de néphrologie d'hémodialyse, qui sont les 2 à Nouméa, vous voyez, c'est mis approximativement, mais voilà, 1, 2, 3, 4. Hein. On a 140 patients, à peu près, et on a 33% de patients qui ont un BMI supérieur à 30, 16% qui ont un BMI supérieur à 35, et quand même 6,5%, soit une dizaine de patients avec un BMI supérieur à 40. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pour l'accès à la greffe, jusqu'à présent, plus le BMI était élevé, plus l'obstacle à la greffe était important. Voire même, il y a une dizaine d'années, un BMI au-dessus de 33-35 contre-indiquait l'accès à la greffe dans beaucoup de centres. Donc, je vais vous montrer, et on va discuter de savoir si c'est vraiment licite ou pas. Alors, avant de savoir si c'est licite ou pas, il faut savoir à nouveau comment ça évolue et qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence. Donc, l'épidémiologie de l'obésité en dialyse aux USA, elle augmente comme partout. Bon, mais surtout, une étude là, de 2008 de l'équipe de John Hopkins, de Doris Egev, nous montre bien que la durée d'attente sur une liste, selon le BMI, eh ben, ce n'est pas la même. Les gens qui ont un BMI inférieur à 25, ils sont greffés au bout de 3 ans pour 40%. Lorsqu'on est avec une obésité qui commence à être significative, ben, le taux d'accès à la greffe est divisé par 2, puisqu'on est aux alentours de 20% pour les BMI les plus élevés. Là.
Alors, pourquoi? Peut-être en partie à cause de ça aussi, c'est que y a quelque chose de paradoxal de l'obésité en dialyse. C'est que dans la plupart des cas, l'obésité augmente le risque cardiovasculaire, elle entraîne des problèmes métaboliques qui font que dans la population générale, eh ben, c'est un facteur de surmortalité. Sauf qu'en dialyse, eh ben, c'est l'inverse. Il y a un bénéfice paradoxal de l'obésité en dialyse, et puis en fait, ce n'est pas propre à la dialyse, c'est valable dans toutes les autres maladies chroniques qui agressent de manière chronique et intensément le corps, et en fait, c'est comme si cette masse adipeuse protégeait des complications. C'est valable dans les patients, ça a été décrit chez les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, qui ont un sida, qui ont une bronchopneumonie, une BPCO, quoi. Donc il y a un effet paradoxal de l'obésité en dialyse. Et lorsqu'on regarde la survie des patients dialysés tout venant, hein, il faut se rappeler d'une chose importante, c'est que c'est très grave hein, d'être en dialyse, puisque c'est aussi grave qu'un cancer parfois, puisque la survie à 5 ans, c'est 50%. Si on reprend le taux de survie des nouveaux patients sur le rapport Rhin d'une période quand même récente, de 2002 à 2012. Et le seul traitement qui permet d'améliorer ces taux de survie, ben, c'est la greffe de rein, d'accord ? C'est le seul traitement qui permet une meilleure survie et une meilleure qualité de vie. Du coup, se pose la question pour les patients obèses qui, eux, n'ont pas les mêmes taux de survie, mais est-ce qu'ils ont un bénéfice à être greffés ou pas? Donc on va y répondre après. Ça, c'est toujours la survie des patients dialysés tout venant, mais à par tranche d'âge. Donc quel que soit l'âge à laquelle on est dialysé, eh ben, on a une surmortalité. Et cette surmortalité est corrigée par la greffe, en grande partie. Donc si on regarde maintenant, non pas la population générale tout venant, mais les patients obèses dialysés, ça c'est une étude américaine qui est sortie en 2011 et qui reprend le pourcentage de survie après une greffe ou après la mise en dialyse. D'accord ? Et donc en rouge, vous avez le taux de survie des patients en dialyse, qu'ils soient en hémodialyse ou en dialyse péritonéale. La plupart sont en hémodialyse. Ces taux de survie, selon qu'on ait un BMI à plus de 30. Et là, vous avez maintenant la survie des patients greffés selon leur BMI. Et en fait, on s'aperçoit que, quel que soit le BMI, bah, la greffe corrige le surrisque de mortalité. Et cela est vrai dans tous les BMI, quels que soient les BMI. Même les BMI à plus de 40, hein, on a 39 patients, ce n'est pas beaucoup, mais quand même. Et même dans cette population, on est à des taux de survie à 5 ans qui sont quand même de 85%. Alors, quelle stratégie possible et quelles problématiques proposer? Les problématiques, c'est en fait quel bénéfice on a vu un petit peu, quel risque on n'a pas vu un petit peu, on va voir, et est-ce qu'il faut faire maigrir les patients avant la greffe? Donc les risques chirurgicaux, et c'est ce qui retient beaucoup les gens pour les chirurgiens et les équipes de greffe, c'est qu'il y a une augmentation claire et nette du risque chirurgical des patients obèses à greffer. Parce qu'il y a un retard de cicatrisation, il y a 3 à 4 fois plus d'infections pariétales, il y a plus d'éventration, il y a plus de lymphocèles, et il y a augmentation de la durée d'hospitalisation, on est à plus de 2,5 jours. Donc la première chose que demande un chirurgien quand on lui adresse un patient à greffer, c'est quel est son BMI. Pour ça, parce que c'est ça qui va être prédictif de est-ce que je vais réopérer le patient à 2 heures du matin, est-ce que je vais... Voilà. Donc, c'est légitime de prendre ces risques chirurgicaux en compte.
Il y a des risques médicaux aussi de greffer les patients obèses dialysés. C'est que par rapport aux autres patients, ils ont plus de retard de reprise de la fonction du rein, ils ont une protéinurie plus élevée et une moins bonne fonction rénale, en grande partie, je pense, par les mécanismes que vous a décrits Jean-Michel. Il y a un nouveau diabète qui peut apparaître, puisqu'on utilise des traitements qui sont diabétogènes, comme le tacrolimus et les corticoïdes à forte dose. Et donc, on a souvent des patients qui n'étaient pas diabétiques avant la greffe qui le deviennent, et du coup, ça pose problème. Et les patients diabétiques qui avaient peu ou pas d'insuline déséquilibrent leur diabète. Donc, ça, c'est un inconfort à prendre en compte aussi. Et ça augmente le risque cardiaque. On sait qu'ils font plus d'insuffisance cardiaque post-op, plus de fibrillation auriculaire. Mais malgré tout ça, malgré ces risques, il ne semble pas y avoir d'impact sur la survie du patient, en tout cas quand on regarde les données des 5 à 6 dernières années. Alors, quelle stratégie proposer? Donc, en fait, c'est simple, hein, il y en a 4. Ne pas les greffer, amaigrissement puis greffe, greffe puis amaigrissement, ou greffe malgré l'obésité. Donc, on va regarder un petit peu. Ne pas les greffer, on a vu que c'était éthiquement inacceptable. Médicalement, c'est plus trop acceptable. Et chirurgicalement, c'est discutable. Donc, au total, ne pas les greffer, je ne pense pas que ce soit une attitude médicalement justifiée, sauf si le patient, lui, a une opposition claire et nette et qu'il a bien compris, qu'il a vu ses courbes de survie. Voilà. Si lui, il sait tout ça et il décide de manière éclairée, il n'y a pas de problème. Alors, amaigrissement puis greffe, est-ce qu'il y a des études? Oui, il y a quelques études. Il y a des études essentiellement américaines. On n'est pas assez bien structuré en France pour... Peut-être qu'on n'a pas assez d'obèses non plus pour avoir des résultats. Donc là, c'est une étude dans Transplantation d'Alexander où il y a 19 patients insuffisants rénal chronique. 70% des patients ont une réduction de cet excès de poids grâce à une chirurgie de bypass. Et il y a une morbidité opératoire acceptable puisqu'il y a une infection de paroi. Une autre étude où il y a 101 patients, dont 29 sont déjà sur liste d'attente. Ils ont été opérés par différentes techniques, mais surtout par le bypass. Il y a un décès à J30, mais qui était déjà sur la liste d'attente. Et il y a 60% qui ont perdu du poids et ça a augmenté l'accès à la greffe, puisque il y a 20 sur 29 des patients qui ont été greffés. Donc, la solution de l'amaigrissement puis greffe est envisageable pour les BMI supérieurs à 40. Et il est nécessaire d'avoir des études randomisées dans à peu près tous les endroits du monde pour se faire une idée de l'épidémiologie propre à chaque pays. Alors, stratégie, donc, à nouveau, cette fois-ci, de la greffe puis amaigrissement. Non, avant greffe, pardon. Je me suis trompé dans le titre. Donc, c'est à nouveau des patients qu'on fait maigrir pour arriver à la greffe. 52 patients opérés d'une sleeve avant la greffe. Il y a 32% de réduction d'excès du poids en moyenne. 56%, donc plus de la moitié, atteignent un BMI en dessous de 35 kg en 90 jours. Il n'y a pas de mortalité périopératoire et ça a permis d'accéder à la greffe pour 6 patients. Et vous voyez qu'en pré-greffe et pré-gastrectomie et post-gastrectomie, on a les mêmes résultats que la population générale. On a une réduction du poids, on a une réduction du BMI, il y a moins d'hypertension, puisqu'on passe de 100% d'hypertension à 50%. Et les taux de diabète sont bien mieux équilibrés. Donc, l'autre stratégie, ça serait de les greffer, puis de les faire maigrir. Donc là, c'est des études, il y en a 2, une dans Transplantation et l'autre aussi dans Transplantation, 2004-2009. La première, c'est 9 patients qui ont été greffés. Et 5 ans après la greffe, du fait de la prise de poids majeure, on leur propose une bypass gastrique. Et il n'y a pas de complications notables. C'était la première étude du genre en post-greffe. Une plus grande étude où il y a 87 patients greffés
En moyenne, 52, on est à 52 mois après la greffe, donc 4 ans à peu près après la greffe. La plupart, c'est par bypass. Il y a 3% de mortalité à J30, c'est un peu beaucoup, mais probablement c'est lié à la technique. Une perte de greffon et 30% de perte d'excès de poids. Et la perte médiane de BMI était de 7. Donc, l'autre stratégie, la dernière, ça serait greffer malgré l'obésité. Et c'est une tendance que certains centres commencent à appliquer. On pourra en discuter avec nos collègues, voir si eux, ils sont pour. Je n'ai pas trop l'impression, mais bon, on verra. Greffer malgré l'obésité, donc là, c'est une des plus grosses études qui s'est concentrée sur à peu près 7000 patients au UK, donc une étude anglaise, où on voit que donc, les courbes de survie après greffe, selon le BMI, avec des BMI très élevés, donc les BMI, on va dire, entre guillemets, normaux, le surpoids, l'obésité classe 1, classe 2 et morbide. Et les survies à 5 ans, en fait, elles sont plutôt bonnes, hein, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de différence significative, quel que soit le BMI. La survie patient. Et la survie greffon, il y a des petites différences, mais elles n'atteignent pas le stade de la significativité, puisqu'à 5 ans, on a des courbes qui sont très proches. Et donc, cette étude qui est sortie il y a 2 ans pousse quand même à essayer de sélectionner les patients obèses pour quand même accéder à la greffe. Alors, en résumé, la survie des patients obèses en dialyse est meilleure par rapport aux non-obèses dialysés, ça c'est un fait, c'est vrai. Mais la survie et la qualité des patients obèses greffés est bien meilleure que les obèses non greffés. Donc ça résout notre question, est-ce qu'il faut les laisser en dialyse ou pas? L'avantage à être greffé par rapport à rester en dialyse, il semble exister jusqu'à un BMI à peu près à 40-41, donc ça laisse de la marge. Que certes, il y a des complications post-opératoires importantes chez les patients obèses greffés et qui donc inquiètent les chirurgiens, mais que ça ne doit pas... donc il y a plus de complications de parois, de lymphocèles, d'hématomes et de durée d'hospitalisation, mais que compte tenu que la survie des patients et des greffons des patients obèses sont sensiblement la même, ça pousse au crime. Donc, dernière partie, l'expérience locale qu'on s'est faite sur quelques cas cliniques. Alors, j'ai repris, grâce aux données de notre super dossier médical néphrologique en ligne, qu'on peut consulter de partout, et l'aide de David Talon, avec qui l'année dernière, on a fait une requête sur tout ce dossier pour voir le nombre de patients qui ont une sleeve et qui ont été concernés par l'insuffisance rénale, la dialyse ou la greffe à un moment donné. Et bien, on a retrouvé 11 patients qui ont été slivés à différents moments. Et donc, je vous ai mis les poids avant et après, l'évolution et la complication. Et on voit qu'en fait, pour la plupart, l'évolution est satisfaisante. Donc, en rose, c'est les patients qui sont insuffisants rénaux au moment de la sleeve. En bleu, c'est les patients qui sont dialysés au moment de la sleeve. Et en jaune, ceux qui étaient greffés au moment de la sleeve. Donc, là, le premier, par exemple, le premier, il a 67 ans au moment de la sleeve. On lui fait perdre 50 kg. Et sur les courbes d'insuffisance rénale, on voit qu'il améliore sa fonction rénale, il n'a aucune complication. Le deuxième, c'est le même cas, 68 ans au moment de la sleeve. Le troisième, c'est un patient qui, au moment de la sleeve, a une insuffisance rénale. Et 4 ans plus tard, il est en dialyse péritonéale. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais les indices masse corporelle élevés sont une contre-indication relative, voire absolue à la dialyse péritonéale. Donc ça a été quand même une chance, puisqu'il est en dialyse péritonéale et pas en hémodialyse. Donc ça lui a offert aussi la possibilité de choisir une technique. D'ailleurs, je crois que c'est toi, Caroline, qui l'as vu il y a 10 jours.
Donc là, il y a un patient qui, au moment de la sleeve, il a 67 ans. Et puis après, il est perdu de vue. Il arrive en dialyse. Il n'a pas eu de complications post-opératoires. Là, on a une patiente qui a été slivée en 2013, qui avait une insuffisance rénale à 150 micromoles en 2013 et qui, 4 ans plus tard, est à 250. Et on voit sur la courbe une cassure de la progression de l'insuffisance rénale. Donc, ça, c'est pour les patients insuffisants rénaux. On a l'impression, et c'est confirmé par une étude qui est sortie récemment à une grande large échelle randomisée, que en fait, la sleeve peut avoir un intérêt pour améliorer la survie rénale. Une fois que la survie rénale est has-been, passée, on est en dialyse, et en dialyse, elle peut avoir un intérêt, la réduction pondérale, je vous ai dit, pour accéder à la greffe. On a 2 cas. Un patient qui sera greffé cette année avec un donneur vivant, puisqu'il a perdu à peu près 30 kg. Alors, c'est un des plus mauvais résultats, puisqu'il est passé de 140 à 112 et il reste avec un indice de masse corporelle conséquent à 35. Mais bon, on est passé d'une catégorie à risque post-op un peu moins importante. Et une autre patiente qui est actuellement inscrite sur liste, alors qu'elle ne pouvait pas être inscrite auparavant, facilement, d'après les standards qu'on utilise avec l'Australie. Donc, voilà. Et on a plusieurs cas de greffés, et je pense que Nicolas Quirin, qui est là, il peut aussi vous parler de ce patient qui a 31 ans, qui avait 176 kg au moment de la sleeve, qui a été sleevé il y a un peu plus d'1 an, et qui a fait 2 séjours en réanimation sur des chocs septiques, sur des problèmes de cicatrisation, et dont la vie était en jeu du fait de mauvaise cicatrisation de plaies qui se surinfectaient en permanence. Donc, on en parlera peut-être avec Nathalie et Philippe, de savoir comment placer la sleeve dans le parcours du soin du patient. Donc, au total, en fait, la réduction pondérale et la sleeve, puisque c'est ce qui permet d'obtenir le résultat le plus rapide et le plus visible, améliore la fonction rénale. On a l'impression quand même, nous, qu'il y a une amélioration de la fonction rénale, un meilleur contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, un meilleur accès à la greffe. Les bénéfices de certains patients et aussi en termes d'image corporelle, même si on ne doit pas faire de discrimination, il y a la discrimination. Et ces 2 patientes qui sont des femmes, une de 34 ans et une de 56 ans, la première chose qu'elles invoquent, c'est l'image corporelle. Voilà. Alors, un exemple de patient qui a accédé à la greffe malgré l'obésité et qui n'a pas été en fait préparé à être amaigri avant la greffe. Donc c'est un patient qui est hémodialysé, qui a 37 ans, qui est, vous avez reconnu le morphotype wallisien. En 1997, il a une crise de goutte à l'âge de 18 ans, puis en 2006 une hypertension. On ne sait pas trop comment il a été traité, exploré. Le fait est que 5 ans plus tard, il arrive en dialyse en urgence. Il a 2 petits reins dédifférenciés. Donc la néphropathie est indéterminée. Il n'avait pas de suivi. Sa mère a une insuffisance rénale chronique. Son oncle maternel est dialysé en métropole. Il a 3 frères et 5 sœurs en bonne santé. Il n'a pas de comorbidité associée. Il n'a pas de diabète. Il a un syndrome d'apnée du sommeil non appareillé. Donc, ce patient, après quelques années de dialyse, dit « je veux être greffé ». En 2014, on commence le bilan pré-greffe. Il est du groupe sanguin AB. Il a une immunisation anti-HLA parce que quand il arrive en urgence, on l'a transfusé, du coup, il s'est immunisé. Il n'a pas de comorbidité autre, donc en fait, les artères iliaques sont de bonne qualité. Le chirurgien peut y aller. Et il a un BMI à 38 kg par mètre carré, un périmètre abdominal de 129 cm. Il n'a pas de donneur de vivant. Donc en fait, comme son oncle est dialysé en métropole, qui est inscrit sur la liste de Nice, on l'envoie à Nice en 2015. Et là, je ne sais pas si c'est le régime méditerranéen ou quoi, il prend 10 kg de plus. Donc BMI à 40 cette fois-ci. Et là, le chirurgien niçois, il dit tu vas peut-être aller faire un régime en Nouvelle-Calédonie. Donc, le fait est qu'il a le mal du pays.
il rentre en Calédonie, il revient pour 3 mois en 2016. Et en fait, un coup de peau. Il a un énorme coup de peau parce qu'il est AB et on reçoit un appel de greffe disant que, en fait, on a un AB. Il y avait 3 patients sur la liste qui sont AB. Du coup, on pense à lui et finalement, on l'impose un petit peu. Parce qu'en fait, la politique australienne, on en parlera, elle est assez restrictive par rapport au BMI. Et il reçoit le rein d'un donneur de 20 ans. Donc, c'est des éléments importants aussi parce que les survies sont bonnes, mais peut-être pas dans toutes les catégories. C'est-à-dire que quand on a un donneur vivant, c'est de la chirurgie programmée, les résultats sont meilleurs qu'un donneur âgé, décédé, et qu'il y a des lésions artérielles déjà sur le donneur. Donc là, le donneur, il a 20 ans, il fait 1m65, 51 kg, il a une créatinine à 88 micromoles, et le prélèvement a lieu le 9 avril 2017 à 13h36, et la greffe a lieu 9 heures plus tard, déclampage à 21h10. Donc le rein est resté dans la glacière entre Nouméa et Sydney pendant 9h34 minutes, ce qui est très très bien. Et c'est ce qui lui permet d'avoir une récupération rapide de d'une fonction rénale. Vous voyez la courbe de créatinine. Thank you, Jane, it's your slide. Et donc, il baisse sa créatinine à 170, qui fait une clairance à 40, puisqu'elle reste stable. Il n'a pas de protéinurie, il a une tension parfaite, il n'a pas de traitement antihypertenseur, il n'a pas de diabète post-greffe. Alors, il a eu une complication post-opératoire. À 15 jours post-greffe, il a une lymphocèle qui est drainée. Bon, il se balade avec son drain. C'est une complication, certes, mais le fait est que il revient à Nouméa le 16 juin, donc il y a 2 semaines. Il a une fonction rénale stable. La créatinine du donneur, c'est 88. Le receveur, c'est 170. On pourrait s'attendre à mieux, mais quand vous mettez la corpulence du donneur par rapport aux corpulences, c'est à l'échelle, hein, j'ai dû faire des calculs savants, et donc ça donne ça, et donc vous comprenez que la masse néphronique, ce n'est pas la même, mais que donc ça peut pas être mieux en fait. Voilà. Donc, pour un BMI à 40 au moment de la greffe, je trouve que c'est un beau succès. Actuellement, il y a 3 mois post-greffe, il a un BMI à 42 parce qu'il a eu de la corticothérapie, etc. Donc, on peut peut-être lui proposer un amaigrissement pour garder son greffon longtemps. Voilà. Donc, en conclusion, puisque c'est Independence Day, la conception, ça serait de pousser un peu plus nos chirurgiens au-delà de leurs limites. Parce qu'il ne faut pas de discrimination sociale, mais il ne faut pas de discrimination rénale non plus. Voilà. Merci pour votre attention. Je vous remercie donc de m'avoir invité ce soir. En toute modestie, je viens derrière des pros. Alors moi, je vais annoncer que je suis praticien hospitalier au centre de soins de suite et réadaptation, à côté du CHT au Médipôle de Koutiaux, et que donc je suis dans la prise en charge médicale et chirurgicale de l'obésité depuis maintenant 2003. Et donc avec Philippe Léger, nous avons commencé à travailler en 2008, alors qu'il était encore au CHT, et nous travaillons encore ensemble, malgré que le contrôle médical ait du mal à nous unifier. Bien. Alors, comment je descends comme ça? Tic. Bon. Donc, je vais passer sur les définitions, si vous voulez bien. Les chiffres de l'obésité, je pense que vous avez été mis au courant. Une petite information, il semble que l'Europe du Nord soit plus obèse que l'Europe du Sud, chez l'adulte. Par contre, chez l'enfant, en Europe du Sud, les enfants sont plus obèses qu'en Europe du Nord. Ça, c'était juste une petite information supplémentaire, je ne vais pas rajouter. Bon, les chiffres de l'Océanie, c'est la catastrophe. Bon, voilà, on le savait. L'enfant, Jean-Michel Tivoli en a parlé. Alors, sur la physiopathologie de l'obésité, je ne vais pas faire
refaire ce qui a été fait, mais enfin, néanmoins, il semble qu'on assiste à une épidémie de l'obésité, et ce qui explique cette épidémie, c'est aussi beaucoup la façon de vivre, qui a certainement une expression importante sur cette obésité, puisqu'auparavant, il n'y avait pas autant d'obèses. Alors, la génétique joue, mais finalement, l'environnement joue beaucoup plus, dans l'ordre d'un déséquilibre de la balance énergétique entre les apports et les dépenses. Donc, l'alimentation riche en graisse, l'alimentation en Calédonie particulièrement pauvre en fruits et en légumes, la diminution de la dépense énergétique. Ici, on est dans quelque chose qui se passe sur un timing très court. En France, on va dire qu'on est sédentaire depuis les années 50. Ici, c'est depuis peut-être 20 ans. Donc le temps très court a fait que les populations ont accès aussi à un mode d'alimentation complètement différent qu'auparavant, et on a donc une explosion de l'obésité ici en Nouvelle-Calédonie qui va évidemment se rapprocher des États-Unis. Bon, bien les risques cardiovasculaires associés à l'obésité, évidemment que tous les risques cardiovasculaires sont multipliés, diabète multiplié par 3, risque coronarien augmenté, risque d'accident vasculaire cérébral. Alors en dehors de l'obésité, il y a aussi la sédentarité qui s'associe à cette obésité, inévitable. Et on voit que donc ces maladies sont vraiment associées aux facteurs cardiovasculaires. Le milieu culturel et social, c'est pas seulement parce que les Calédoniens se trouvent beaux et gros au niveau culturel, qui sont beaux et gros, c'est parce qu'ils ont plutôt, non pas une idéalisation du corps comme nous en métropole, comme nous, mais ils sont plutôt sur un mode fonctionnel de leur corps. Et donc, c'est vrai que pour eux, être costaud, c'est plutôt un signe de bonne santé, mais chez nous, c'était aussi le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, donc, on sait que, par exemple, un niveau socio-économique bas est relié à un risque d'obésité élevé. Dans les milieux défavorisés en Europe, on a 10 fois plus d'obésité que dans les autres milieux, par exemple dans les professions libérales et chez les cadres. Pourquoi ? Parce que notamment l'alimentation riche et grasse est moins chère que les autres types d'alimentation équilibrée. Le niveau d'études, évidemment, est corrélé aussi à la réceptivité de l'information médicale, il faut quand même le dire, et l'information médicale n'est pas toujours très claire à comprendre pour les patients. On leur parle dans des langages où ils ne comprennent pas toujours très bien. L'attirance pour les produits industriels, qui sont nettement plus sympas qu'une carotte. Une carotte et un paquet de chips, il n'y a pas photo. Qui choisit la carotte ? Personne. C'est évident, c'est plus sympa. La réponse au stress, il semble que dans les milieux défavorisés, il y ait plus de stress, plus de maltraitance, et les grignotages qui vont aller par là-dessus. Dans les milieux favorisés, on a plus de contrôle sur l'éducation alimentaire. Et puis on a noté que la durée de passer devant l'écran télévision ou ordinateur, plus de 2 heures par jour, a un impact net sur évidemment l'augmentation de l'obésité, ainsi qu'un sommeil insuffisant. Moins de 7 heures par jour pour les enfants, c'est un facteur de risque d'obésité. Les complications, eh bien, nous acceptons dans notre centre les patients qui ont un IMC au-delà de 30, donc la définition de l'obésité. On voit qu'en Calédonie, le diabète, 8% dans la population générale, et bien dans notre population à nous, c'est 50% de malades qui sont diabétiques. Donc vous voyez que les proportions explosent. L'hypertension artérielle, c'est 50% de nos patients. Gonarthrose, 55%. Bon, j'ai mis quelques chiffres. Syndrome d'apnée du sommeil qui est assez souvent peu dépisté, 55% de nos patients dans les IMC au-delà de 30. Donc on a évidemment tout ce qui est œdème lymphatique et résipel. Quand je fais les gardes en médecine interne, pendant toute la période de l'été, on voit à peu près quasiment 40% du service qui est occupé par ces cellulites de jambes. J'aimerais bien qu'on fasse les IMC des patients hospitalisés au CHT. On serait peut-être surpris de voir où est-ce qu'ils en sont, mais c'est pas fait, malheureusement. Bon, évidemment, tout ce qui est dépression, isolement social, perte d'emploi, c'est une complication de l'obésité. Les patients le vivent en permanence, ils sont mis de côté. L'insuffisance respiratoire et cardiaque, elle va toucher à peu près 10% de nos patients. Puis vous voyez après tout ce qui est cancérologie. Évidemment, la cancérologie, en particulier les gynécologues, nous envoient des patients pour la perte de poids, des patientes. Voilà, la goutte, évidemment.
ces pathologies associées à l'obésité. Donc en Nouvelle-Calédonie, comment est-ce qu'on peut soigner son obésité? On n'a pas de 100% attribué à l'obésité, sauf pour la chirurgie bariatrique, et encore, ça devient de plus en plus difficile. Les critères deviennent de plus en plus sélectifs. Ces patients sont donc suivis en consultation avec le médecin généraliste, les médecins spécialisés en endocrinologie, les nutritionnistes, CSOS et Clinique Magnien pour la filière de la chirurgie bariatrique, et en hospitalisation au centre de soins de suite maintenant depuis 2 ans, auparavant au col de la Pirogue, pour la filière médicale de l'obésité. Alors la cohérence voudrait une éducation du patient obèse avec une prise en charge à 3 niveaux, diététique, rééducation, psychologique, avant d'envisager, en l'absence d'efficacité, une éventuelle chirurgie de l'obésité. C'est ce qui est en tout cas chez nous envisageable. Nous sommes dans une prise en charge qui dure 1 an, médicalement parlant. Sauf que quand on voit vraiment que les gens ont un handicap important et qu'ils ne vont pas pouvoir aller très loin en termes de réadaptation à l'effort, on va parfois, au bout de 6 mois, penser à la chirurgie. Mais on se laisse ce temps-là. Les objectifs de la prise en charge, c'est une perte de poids réaliste. C'est évident que si vous voulez faire perdre 40 kilos à votre patient en 3 mois, ce n'est pas avec moi qu'il faut venir. C'est avec notre ami Philippe Léger. Donc moi, je ne suis pas du tout dans ces paramètres-là. Nous, on est dans déjà 10 à 15% de perte de poids. Ça améliore les complications de façon significative. Donc tout dépend dans quel timing vous êtes, dans quelle nécessité de perdre du poids pour vos patients. Évidemment, pas de régime strict. On a fait ça très longtemps. Il n'y a pas encore longtemps, on fait encore des régimes stricts. Et ça, on sait très bien que ça n'a que peu d'impact et de façon très transitoire sur la perte de poids des patients, puisque ça diminue le métabolisme de base, ça favorise la fonte musculaire, et donc l'efficacité est très transitoire. Et l'impact sur la frustration du patient, je ne vous dis pas ce que c'est. 3 mois après, il mange 10 fois plus. La reprise de l'activité physique doit être progressive et adaptée au handicap, favoriser la perte graisseuse, le gain musculaire et diminuer les facteurs de risque cardiovasculaire, bien sûr, n'oublions pas. Et j'avais envie de parler particulièrement du soutien psychologique, car on est aussi dans une maladie comportementale. Comprendre les étapes du changement, un patient, il n'est pas là pour être jugé, il est là pour être accompagné par vous. Donc renforcer cette internalité, nous on parle d'un patient qui va se saisir des possibilités de modifier son environnement pour perdre du poids. Il n'aura pas d'action sur sa génétique tout de suite, mais il aura une action sur sa façon de vivre. Donc cette alliance thérapeutique, c'est aussi ça qui met du temps. On ne peut pas avoir une alliance thérapeutique avec un patient comme ça en une consultation en un quart d'heure, ou alors c'est une chance extraordinaire. Donc c'est vrai que les caisses ne nous laissent pas la chance d'avoir ce temps de consultation, d'avoir ce temps de prise en charge, malheureusement encore aujourd'hui. Donc du coup, on reste un petit peu limité. Donc évidemment, perdre du poids, ça prend du temps. Dans nos méthodes, on est à 10 à 20 kilos par an. Vous voyez qu'on est loin d'être aussi efficace que nos amis les chirurgiens. Et c'est donc un suivi à long terme qui va se mettre en place. Mais si on n'est pas pressé pour notre patient, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas sur cette prise en charge-là et qu'on ne mettrait pas tous les atouts pour essayer ensemble de l'améliorer, parce qu'actuellement, on est dans une prise en charge qui est un petit peu trop sectorisée, un manque de réseau, on va dire. C'est ça qu'il faudrait développer. À 3 niveaux, cette prise en charge sur le plan psychologique, j'ai envie de vous demander comment vous percevez votre patient obèse, comment vous le voyez. Vous savez que peut-être que chez ces patients qui ont des IMC au-delà de 30, on a environ des histoires de maltraitance dans 30% des cas. C'est pas évident que ça ressorte, ça va ressortir avec un des partenaires de la prise en charge dans le centre, mais c'est pas évident à savoir, les gens vont le cacher. Et pas plus loin qu'hier, une petite dame qui est en dialyse péritonéale, confiée par nos confrères de l'insuffisance rénale, elle a nié toute cette maltraitance à domicile. Il a fallu que ce soit sa nièce qu'elle a adoptée, qu'elle a élevée, qui vienne me voir pour me dire, en fait, sa famille ne lui donne pas à manger. Quand elle dort toute la journée, elle est diabétique, personne ne la réveille. Elle pourrait mourir d'une hypoglycémie, tout le monde s'en fout. Et donc voilà, cette dame, elle arrive et elle ne parle de rien. Tout va très bien à la maison.
Donc ça, c'est de la maltraitance où le patient ne va pas forcément s'exprimer dessous. Donc je vous invite à essayer de creuser un petit peu ce qui se passe et ce n'est pas toujours évident. Sur le plan diététique, c'est vraiment des objectifs à définir avec le patient. En tout cas, nous, c'est ce que l'on fait. Sur quoi on va jouer, sur l'importance de l'assiette, sur le grignotage. C'est des paramètres de suivi, c'est le poids, mais c'est aussi le tour de taille. Vous savez que quand le poids et les MC diminuent peu, le tour de taille peut diminuer. Et à ce moment-là, on joue sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc on n'est pas seulement en train de jouer sur le poids, on va jouer aussi sur les comorbidités associées. C'est élaborer un journal alimentaire, par exemple, ça pourrait se faire si on a le temps, hein, consultation, un semainier, comme on dit, et travailler sur des outils simples. Après, c'est vrai que ce n'est pas évident de dire ça en quelques minutes, mais peut-être qu'il y aurait une formation à proposer pour que aussi les médecins généralistes puissent être encadrés à ce niveau-là, aider. Sur le plan du kiné, la rééducation, c'est comment je vais faire de l'activité physique, où et quand. Évidemment, si vous dites à votre patient de marcher, vous en aurez peut-être 40% qui ne pourront pas marcher. Parce que la contrainte articulaire sur le genou, elle n'est tout simplement pas possible. Parce que vous avez vu, 55% des IMC au-delà de 30 ont des problèmes de genoux. C'est donc à définir avec le patient et à réévaluer. Bon, je vais ici passer assez rapidement sur cette diapo. J'ai envie de demander quelle place occupe l'obésité dans votre consultation. Y a-t-il des informations dans la salle d'attente? Lien entre obésité et comorbidité? Est-ce que si votre patient vous consulte pour autre chose qu'une comorbidité associée à l'obésité, d'emblée vous l'abordez sur l'obésité, ou est-ce que vous allez attendre de peut-être favoriser chez lui l'envie de se prendre en charge, hein? C'est un peu compliqué, tout ça, ça demande du temps. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, le temps manque. Il y a aussi la motivation, hein. Ici, on a tendance à dire, de toute façon, ils sont tous gros, et puis ils s'en foutent, et puis culturellement, ils sont contents comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Non, ils ne sont pas contents, je vous assure. Ils ne sont pas souvent contents. En tout cas, nous, ceux qu'on a, ils ne sont pas contents d'être fonctionnellement altérés par leur corps. Donc, on peut élaborer un semainier, faire ce bilan des comorbidités, un petit questionnaire de psychologie. Il y a pas mal de choses à faire, mais ça, c'est très difficile de le faire en pratique dans un cabinet de médecine générale. Au CSSR, alors rapidement, qu'est-ce qu'on propose? Ces entrées sont soit directes, transférées des centres hospitaliers, cliniques ou CHT, soumises à l'entente préalable lorsque les patients rentrent de leur domicile. Donc quand vous voulez faire rentrer un patient de son domicile au CSSR, il y a un formulaire à remplir, à nous envoyer, puis ensuite on le soumet, on dit OK, et puis on le soumet au contrôle médical. OK. Il y a une équipe multidisciplinaire au CSSR, médicale, kiné, professeur d'activité physique, psychologue, assistante sociale, neuropsycho, ergo, une équipe de jour et de nuit, avec une autonomie qui est requise pour le patient qui lui permet au minimum un déplacement avec aide. Le programme se passe sur 4 semaines. Il y a 25 places en tout, chaque 4 semaines. C'est une prise en charge individuelle, à tout niveau, médical, diététique. On va mesurer les dépenses énergétiques, les évaluations caloriques initiales, l'impédance-métrie, l'IMC, le tour de taille, les comportements alimentaires. Un soutien psychologique, évidemment. Un bilan kiné et APA, un bilan initial pour savoir ce qu'on peut faire au patient ou ne pas lui faire faire. Donc dans le centre, pour vous dire, on a une balnéothérapie, une salle de kiné, une salle de gym et de cardio, de la relaxation, un terrain multisport, un parcours de marche. Bon, on a même un jardin pour leur faire cultiver les légumes et leur faire la cuisine après avec. Donc c'est assez complet. Donc les ateliers d'éducation sont définis en dessous. Donc 2 ateliers de diète théorique, 3 ateliers de cuisine, un atelier d'activité physique, un atelier psycho, un atelier estime de soi, 3 groupes de parole. Et ensuite, on va passer, j'ai oublié l'atelier médical, tiens, celui-là aussi il est important. Et puis des ateliers qui vont correspondre aux pathologies qu'on rencontre le plus, l'apnée du sommeil, en lien avec les pneumologues du privé, le diabète et l'insuffisance respiratoire. Donc, il y a également ces ateliers de cuisine qui plaisent beaucoup aux patients. Ils apprennent à faire la cuisine, j'accélère.
Et ils jardinent également leurs légumes. Voilà. Donc, il y a également de l'hypnose. Et puis, l'évaluation, elle est faite assez rapidement. Alors, je vais aller assez vite. Moi, j'ai envie de finir par cette diapo. Nous ne sommes pas du tout aidés actuellement par le contrôle médical. La CAFAT nous permet un séjour pour les patients. Et si on en veut un deuxième, il faudra vraiment le négocier. Actuellement, on va négocier avec eux pour éventuellement améliorer ça. Un séjour dans la vie du patient. Alors, eux, ils acceptent 4 semaines. Mais par contre, l'aide médicale n'accepte que 3 semaines de séjour. Donc, on ne peut pas rentrer les patients aide médicale actuellement dans le séjour qu'on a. La vie politique, ben évidemment, c'est ce que disait Jean-Michel tout à l'heure. Hein, il faudrait quand même un petit peu améliorer les choses autour de nous. Peut-être il y a plein d'idées. Et je pense que surtout, ce qu'il faudrait faire, c'est un travail de collaboration entre les médecins, je pense, pour vraiment permettre un réseau de prise en charge de l'obésité, qu'on ne soit pas tous dans notre coin à gérer ça. Donc, ben moi, j'appelle à vous, hein, évidemment. C'est quand même une technique d'accompagner un patient à perdre du poids. Et puis, j'ai envie de dire, y a-t-il des formations sur le terrain pour les médecins en Nouvelle-Calédonie pour prendre en charge l'obésité? Ben, je ne sais pas. Et le temps de consultation est-il adapté pour vous, pour ces patients-là? Je ne sais pas, je ne crois pas. Donc, je crois que si on veut s'en sortir, on ne va pas seulement pouvoir s'en sortir chacun de notre côté. Il va falloir se rassembler pour une vraie stratégie. Voilà, je vous remercie. Voilà, un titre peu provocateur, n'est-ce pas? Donc, traitement de l'insuffisance rénale par la chirurgie. Donc là, on change de registre, Nathalie, je m'excuse. Voilà. Donc, on va être assez rapide puisque tout a été à peu près dit. Simplement, là, vous voyez quand même qu'en 5 ans, je pense qu'effectivement, comme disait Nathalie, il faut qu'on s'interroge un petit peu sur l'évolution de la population en surpoids ou en obésité sur le territoire. Elle a pris 25%. Donc, on est monté de 54 à 67% d'après le baromètre santé, agence sanitaire et sociale. Comme on le sait, la prévention, c'est toujours utile, toujours utile, on le dira assez jamais. Mais ça n'enraye pas forcément la progression, il n'y a pas que ce genre d'action à mener, mais ça évite quand même l'embrasement. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a 3 fois plus d'insuffisance rénale terminale sur le territoire. Donc on a quand même 180 000 Calédoniens qui souffrent d'excès de poids sur 270, c'est pas mal. Le problème de l'obésité, c'est qu'il y a tout ça qui gravite autour de l'obésité. C'est tout simplement énorme, hein, on s'en aperçoit au fur et à mesure. Il y a 10-15 ans, un obèse, c'est un gars qui se porte bien, il est tranquille, il est rond, il est content de lui, il est fort, voilà. Bon, mais il a aussi 50% de cancer dans sa vie, quand même. Et puis il y a tout ça, l'hypertension, l'insuffisance, la dépression, le diabète, tout. C'est colossal. Donc il est au centre de nombreuses pathologies. Alors pour les indications d'amaigrissement durable et d'insuffisance rénale terminale, il y a 3 indications que je retiendrai. Avant d'être en insuffisance rénale terminale, il y a cette étude donc, qui a proposé donc, de comparer 985 patients obèses opérés à 985 patients appareillés obèses non opérés. Et on a trouvé effectivement, il y a 2 fois plus d'obèses qui développent, 2 fois plus de patients qui développent une insuffisance rénale quand on ne les opère pas. Voilà, d'où l'intérêt de prévenir notamment une partie de l'insuffisance rénale par la chirurgie bariatrique. Ensuite, donc effectivement, on a vu avec Fadi l'intérêt d'opérer les patients pour préparer à la greffe. Donc un intérêt qui peut être paradoxal. Je constate quand même que les chiffres de moyenne d'obésité sont assez bas. On est à 38, 40 de BMI. On a quand même une moyenne de 48. Je pense que pour les très obèses, je pense qu'après, il y a des chiffres, il y a les super obèses au-delà de 50 km². Je pense que là, ça se discute moins que quelqu'un qui a 40 d'IMC en préparation de greffe. Et la 3e indication qu'on peut retenir, bon, c'est l'indication classique hein, de HAS classique de l'obésité, qu'il soit en insuffisance rénale terminale ou pas, avec effectivement ce petit paradoxe. Mais je pense pareil, on pourrait élever peut-être le BMI de 10 pour les
les insuffisants rénaux et puis les opérer au-delà de 50. Voilà, peut-être. Les solutions, Nathalie, je suis désolé. Voilà. Donc à l'échelle d'une vie, ce qui est assez rigolo, voilà, c'est sur 12 mois, tous les régimes sont efficaces. Hein. S'ils sont bien menés, tous les régimes sont efficaces. Après, c'est la durée qui ne va plus. Ça date quand même, ça a été publié dans un journal de médecin, hein, pas un journal de chirurgien. Ça date de 93. Voilà, les régimes, que ce soit avec le psychiatre, la thérapie comportementale, très hypocalorique, etc., on a des résultats. Mais on n'a pas de résultats à distance. Voilà, ce n'est pas durable. Donc l'année suivante, effectivement, mais tu racontes n'importe quoi, il a maigri de 30 kilos. Ah ouais, il a maigri de 30 kilos. Bon, comme disait Nathalie, il faut les laisser faire aussi. Le patient, il arrive, il a perdu 30 kilos pendant la préparation. Bon, il a perdu 30 kilos, il faut le laisser. Peut-être que, voilà, il fait partie de ces exceptions qui dira qu'en fait, il continue à perdre du poids, et durablement. Mais ça reste vraiment des exceptions au-delà d'un certain BMI. Et les études, c'est pas la peine, c'est des cohortes qui sont énormes. Hein. L'anogastrique, on n'en pose quasiment plus. Alors c'est une technique effectivement transitoire, on le met, on l'enlève. Le problème des insuffisants rénaux, c'est des patients fragiles, aux tissus fragiles. On ne met pas d'anneaux gastriques sur des tissus fragiles, ils intériorisent les anneaux, ça des infections, etc. Donc c'est encore pire chez les insuffisants rénaux. Et ensuite, les jeunes patients, une technique réversible pour les jeunes patients. Le problème des jeunes patients, ils ont toute la vie devant eux. Donc l'anneau qui se complique de toute façon au bout de 3, 4 ans, 5 ans, maximum, j'ai vu quand même des anneaux à 10 ans. Bon, des gens qui mangeaient que de la glace, du Nutella, mais c'est un confort qui leur allait puisqu'ils étaient assez maigres. L'anneau, il y a très peu, voire pour moi, il n'y a aucune indication à l'anneau gastrique. Ensuite, on a la sleeve gastrectomie. Alors la sleeve, vous l'avez présentée tout à l'heure quand même à 2 reprises. J'étais surpris, mais bon, elle est très bien présentée. Donc la sleeve, c'est à la fois restrictif et il y a un effet hormonal, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. La technique est très simple. On est 3 à faire cette chirurgie sur le territoire. Hein. C'est 1 heure de cœlioscopie. Il y a peu de complications. La perte de poids est rapide sur une année à peu près, suivant le poids de départ. Il y a un confort alimentaire qui est tout à fait sérieux, même si ce n'est pas le confort alimentaire d'un estomac normal. Par rapport à un anneau, c'est un confort. Et la qualité de vie, d'abord, a été démontrée en 2013 dans un article par un médecin chirurgien de Montpellier. C'est une qualité de vie au niveau alimentaire qui est tout à fait valable. Il n'y a pas d'interaction, notamment au niveau des immunosuppresseurs, et il y a très peu de carences. Donc ça, c'est intéressant, notamment pour les bilans pré-greffe. Ils vont être sous immunosuppresseurs. Vous allez voir que le bypass, ce n'est pas une bonne indication. Il vaut mieux faire une sleeve dans ce cas-là. Non, je t'évite là. Voilà, et ça améliore effectivement l'hypertension, le diabète, etc. Donc la célio, bon, vous l'avez vu, c'est sous célioscopie, je vais vous passer le détail. On a publié l'étude des 500 premiers cas dans un journal américain. On a les mêmes résultats que tout le monde sur les sleeves. On a une amélioration très nette du diabète. Quasiment tous les patients arrêtent leur traitement le jour où ils sont opérés. Ça, quand même, faut le savoir. J'espère que vous le savez. Et si vous ne le savez pas, il faut le vérifier. L'hypertension, on a un peu plus de mal. On arrive à baisser quasiment tous les traitements. Il reste souvent un traitement sur les hypertensions un peu ou qui nécessitent 2-3 médicaments. On arrive à laisser un traitement. Ce n'est pas là où on est le plus fort. La dyslipidémie, on est assez efficace. L'apnée du sommeil, on est très efficace avec suppression de l'appareillage, généralement dans les 6 mois suivant la sleeve. Et bien sûr, les douleurs mécaniques, notamment les jambes, les genoux, le confort de vie, la mobilité, s'améliore très très vite. Comme disait Nathalie, elle a un peu raison, c'est au bout de 10-15 kilos, on est déjà très amélioré. Voilà. Hop, hop. Voilà. Alors l'efficacité à long terme, oui mais la sleeve ça ne sert à rien, c'est au bout de 2 ans, il y a tout qui revient, on reprend tout le poids. Bon, là, en février 2017, vous avez un article très intéressant sur la sleeve, c'est un article ciblé sur le diabète. Diabète randomisé sur 5 ans, 50, 50, 50, 50 traitements médicaux, 50 sleeves, 50 bypass. Donc cet article, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que seule la chirurgie bariatrique, que ce soit d'une sleeve ou un bypass, permet de maintenir une hémoglobine à 6%.
un article très récent. Dans le New England Journal of Medicine, un article de médecin, je n'ai pas marqué là, si. Voilà, un article de médecin, hein, pas un article de chirurgien, d'où la chirurgie du diabète. Et vous verrez aussi dans cet article qu'au bout de 5 ans, eh ben, la sleeve elle est toujours là et elle est efficace. Voilà. Donc dire que les sleeves, c'est un peu comme le bac, 80% de succès, 20% d'échecs, il y a quand même 20% d'échecs. C'est des 20% d'échecs, des fois ben, il n'y a plus de diabète, mais bon, il y a un BMI encore à 32, 33. Bon, c'est des pseudo-échecs, hein, franchement, voilà. Puis à 32, 33, il y en a qui sont très bien. Hein. Moi, je ne suis pas pour tous ramener toutes ces personnes à 20, à 22 de BMI. Mais voilà, il y a quand même un bon résultat à 5 ans. Vous verrez, c'est un article quand même de qualité. Je l'ai envoyé cet après-midi à certains. Là. Alors après, il y a le bypass. Le bypass est efficace. On s'aperçoit aussi dans l'article précédent qu'il est aussi efficace quasiment enfin un peu plus efficace que la sleeve à peine. Mais il y a quand même des complications post-op plus importantes. Alors je me suis mis à faire quand même des bypass parce que il y a des échecs de sleeve, comme je vous le disais. Donc en cas d'échec de sleeve, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bypass. Voilà. Il y a une composante à la fois malabsorptive et restrictive et hormonale, avec des problèmes notamment de malabsorption des immunosuppresseurs qui posent des problèmes si on fait cette technique chirurgicale en pré-greffe. On améliore le diabète, l'hypertension, etc. Comme toute chirurgie bariatrique majeure. Voilà, l'effet, rien que l'effet. Donc le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, l'obésité, c'est un peu le même bateau, hein, tout ça. C'est un peu un raccourci, tout ça, mais c'est un peu le même bateau. La prévention, dès la petite enfance, on le dit, mais l'agence fait son travail. Hein, les médecins généralistes doivent le faire, la population en général, tout le monde doit faire son travail sur le sujet. Il faut absolument mettre une pression des politiques sur les industriels. Je pense que c'est tout simplement inadmissible. La préparation des boissons sucrées sur le territoire, c'est complètement inadmissible. Il y a une espèce de relation industrielle politique qu'on a du mal à défaire. L'agence a essayé, hein, ils avaient présenté une étude là, il y a 3-4 ans, je crois. Bon voilà, il n'y a pas de volonté vraiment à arranger cette affaire. Peut-être qu'il y a un étiquetage, je crois, qui est en cours. Enfin, il y a des choses en cours, mais ça progresse très très doucement, alors que l'obésité, elle a encore monté de 25%. Et puis les traitements, il faut laisser la place aux chirurgiens. Nous, on n'a pas une place qui est énorme, mais on a quand même 10% des obèses qui sont pour nous, notamment pour l'efficacité durable sur l'amaigrissement. Je vous remercie. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux.